Tout d'abord, merci pour votre participation et votre intérêt. On est un peu désolé que ce soit malheureusement à distance, mais vu le contexte, on n'a pas vraiment le choix. Euh, donc, nous allons commencer cette présentation sur les pièges à l'abonnement et les bureaux de recouvrement frauduleux par quelques aspects techniques concernant la présentation et la manière d'interagir. Donc, au cours de notre présentation, si l'un de vous souhaite poser une question ou simplement intervenir, nous vous demandons de le faire via la petite main qui se trouve en bas à droite du volet participants. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec Webex, vous voyez dans le volet de droite participants tout en bas à droite un petit dessin de main. Vous cliquez sur ce dessin lorsque vous souhaitez intervenir ou poser une question pendant la présentation et l'animateur dira alors votre nom et prénom et Julie Durieux, qui est en charge aujourd'hui des aspects techniques, vous donnera la parole en ouvrant votre micro et tout le monde pourra alors vous entendre. Justement, concernant notre collègue Julie et les aspects techniques, si vous avez le moindre problème concernant le son, la vidéo ou autre d'origine technique, vous pouvez toujours le signaler à Julie via le chat, comme c'est indiqué sur le slide. Donc, on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, mon collègue Martin et moi, on va vous présenter deux types de phénomènes d'arnaque bien différents. Le premier que je vais vous présenter concerne les pièges à l'abonnement. Alors, les pièges à l'abonnement, de quoi s'agit-il? Il nous arrive en fait tous d'apercevoir au détour d'un site internet commercial ou non, ou sur une page Facebook, une publicité qui vous propose par exemple d'obtenir un échantillon gratuit d'un produit ou carrément un produit ou un super article high-tech pour une somme dérisoire ou gratuit. Vous allez cliquer sur ce lien, être redirigé vers une page contenant un formulaire que vous remplissez et vous constatez, malheureusement trop tard, des jours, parfois des mois plus tard, que vous avez conclu un abonnement que vous n'aviez pourtant pas sollicité et en plus qui s'avère beaucoup plus coûteux que le produit ou l'échantillon proposé dans l'offre. Votre carte de crédit peut être débitée de sommes plus importantes ou alors vous recevez à votre domicile une ou plusieurs factures accompagnant des produits, des colis que vous pensez pourtant n'avoir jamais commandés. Donc, non seulement vous n'en vouliez pas, mais en plus, il est possible qu'il s'agisse de produits non efficaces ou encore risqués pour la santé. Alors, ce phénomène peut prendre différentes formes. On peut penser à plusieurs exemples. Le premier, c'est le cas d'une offre gratuite ou à 1 euro ou encore un concours pour obtenir un smartphone, une tablette ou toute autre offre super avantageuse avec un accès illimité à du contenu multimédia sans véritable autre mention, mais avec soit directement un formulaire de paiement, soit encore un formulaire dans lequel vous devez ajouter vos coordonnées précises, répondre à des questions ciblées, par exemple. Soit il peut s'agir d'échantillons, d'un produit de beauté, souvent de soins ou tout autre, et on vous invite encore une fois à remplir un formulaire avec vos coordonnées pour l'acquérir. Soit encore, vous recevez même un appel de démarchage sur votre téléphone au cours duquel on va vous demander vos informations personnelles parce que vous avez été, par exemple, sélectionné pour remporter un prix ou une publicité par SMS aussi, vous invitant à renvoyer des informations par SMS également pour recevoir tel ou tel produit, aussi avec une offre super avantageuse. Donc, le principe, vous l'aurez compris, du piège à l'abonnement, le mode de fonctionnement de l'arnaque,
c'est vraiment d'attirer notre attention, d'attirer l'attention du consommateur avec une fameuse offre super alléchante et d'ensuite soit prélever directement parce que vous avez donné ces informations sur votre carte de crédit des sommes plus importantes par la suite, soit via des SMS payants ou encore via le simple envoi de factures papier ou numériques, ces sommes plus importantes concernant d'autres produits non sollicités ou encore d'autres services d'abonnement. Dans le meilleur des cas, vous allez effectivement recevoir le produit promis via l'offre super alléchante, mais ensuite, on le disait, vous recevrez des colis successifs non sollicités et l'entreprise à l'origine de l'arnaque vous en réclamera le paiement. Ou alors vous allez avoir accès à un abonnement à du contenu en ligne, mais on va vous en réclamer le paiement ou carrément le prélever. Et il peut aussi même arriver que vous ne receviez rien du tout et qu'il s'agisse uniquement d'un moyen de vous extorquer vos données bancaires. Donc on va passer en revue quelques petits exemples en images, des exemples typiques qu'on rencontre tous sur Internet. On fera ensuite un petit quiz pour tester un peu vos réflexes et on terminera par, en tout cas dans le cadre de ma présentation, par différents points d'attention auxquels nous devons être attentifs pour déceler ces arnaques et les différents moyens de réagir à ce type d'arnaque. Et je passerai ensuite, après tout ça, la parole à mon collègue de l'inspection économique, Martin, pour les bureaux de recouvrement frauduleux. Donc, on l'a dit, les pièges à l'abonnement concernent souvent des échantillons gratuits, des périodes d'essai, comme c'est indiqué sur le slide, des concours remportés ou une fausse enquête de votre supermarché, d'un fournisseur Internet. Vraiment tout ce qui peut attirer votre attention et vous pousser à aller plus loin. Alors, voici quelques petits exemples de ce que vous pouvez rencontrer sur Internet. Ici, il s'agit d'une offre pour une tablette avec directement, on voit un formulaire de paiement et on ne voit pas vraiment d'autres mentions. Et donc, on se dit, c'est super, je renseigne mes informations de carte de crédit, je vais recevoir cette tablette avec, c'est indiqué, 3 jours d'accès illimité sur streaming TV, etc. Alors ça, c'est le cas typique, hein, donc on va plus loin et puis soit on reçoit effectivement un abonnement à ce site de streaming, soit rien du tout, mais en tout cas, on a rempli ça dans l'idée uniquement d'obtenir la fameuse tablette. Alors, on voit un autre cas ici avec un iPhone, ça c'est typique, hein, un iPhone à 1 euro ou encore des produits de soins avec un échantillon offert. Euh, Ici, c'est un cas rencontré en pratique par l'inspection économique. Euh, c'est un cas sur Facebook. On voit une publicité pour avoir un iPhone Apple XS pour en vous disant qu'il n'en reste qu'un 1 euro au lieu de plus de 1000 euros. On vous invite à cliquer et en plus, il y a toute une série de commentaires qui valident la fameuse offre et donc ils vont vous pousser à aller plus loin. Euh, alors, on peut déjà voir ici qu'il y a certains indices concernant le côté, enfin, l'arnaque en question et le côté faux et frauduleux de la manœuvre, puisqu'on voit déjà dans les commentaires que certains parlent d'un Samsung alors que la publicité parlait d'un iPhone. On voit des commentaires dithyrambiques. On passera ensuite en revue les éléments auxquels on doit être attentif pour se méfier, mais ici vous avez déjà un aperçu. Et une fois que vous cliquez, vous rentrez vos coordonnées, vous payez effectivement le fameux euro et vous êtes renvoyé vers une page de ce type où on vous dit félicitations, votre compte a été créé. Et donc, en fait, vous vous rendez compte que l'offre en question ne portait pas réellement sur uniquement l'obtention du smartphone à 1 euro, mais en réalité de la création d'un abonnement à un compte bien spécifique. Encore un autre exemple, pour une carte de cinéma d'une valeur de 35 euros, mais uniquement
pour 1 €. Alors vous dites très chouette, vous cliquez, vous entrez vos coordonnées et à nouveau, vous êtes redirigé vers une page qui vous dit félicitations, votre compte a été créé et on vous invite à vous rendre sur un site internet et ceci renvoie vers tout à fait autre chose, c'est-à-dire que vous avez à nouveau conclu un abonnement sans vous en rendre compte. Alors les produits typiques concernés, ce sont soit des produits de santé, des produits de soins, des compléments alimentaires, de traitement de l'acné ou autres. Bien sûr, les services GSM payants qui vous sont bradés ou qui vous sont cédés gratuitement ou typiquement c'est le cas de l'iPhone ou de la tablette qu'on a vu, le GSM de grande valeur que vous avez soi-disant gagné via un concours ou qui vous est simplement offert ou livré exceptionnellement à 1 €. Et encore, les faux services de streaming en ligne, TV, jeux, etc. Ça, ce sont vraiment des choses qu'on rencontre très régulièrement. Alors, on va passer à un j'espère que je n'ai pas été trop vite, mais n'hésitez pas, donc comme je vous le disais, à lever la main, si jamais vous souhaitez intervenir. Mais on va passer à un petit quiz pour, tester vos réflexes dans le cas de la réception de colis non sollicités. Donc, le premier cas de figure, c'est le cas où vous avez commandé un colis d'essai ou un échantillon gratuit et que vous recevez tout à coup une facture qui concerne des envois suivants. La question est de savoir est-ce que vous devez payer cette fameuse facture ou non. Le premier cas de figure, on vous dit qu'il n'y avait aucune information nulle part concernant un abonnement, ni d'autres envois suivant l'échantillon en question, ni dans l'offre d'origine, ni dans l'annonce, ni dans les conditions générales. Donc, on vous pose la question, est-ce que dans ce cas de figure, vous pensez que vous allez devoir payer ou non? Alors, il s'agit ici de tester vos réflexes, donc vous ne devez pas commencer à faire des recherches, c'est vraiment répondez selon ce que vous feriez si le cas de figure se présentait à vous. Voilà, je laisse peut-être Julie afficher le quiz auquel vous allez pouvoir répondre directement. Voilà, alors, par rapport à ça, la réponse est évidemment que vous ne devez pas payer, puisqu'il n'y a aucune information nulle part concernant ces envois suivants. Vous n'avez clairement donné votre accord pour aucun de ces envois suivants, et donc il est clair que vous ne devez pas payer. On va voir maintenant dans quelle proportion vous avez effectivement bien répondu ou non. Ici, c'est plutôt un cas assez clair, puisque on vous dit clairement qu'il n'y a aucune information nulle part. Je n'ai pas encore les résultats qui s'affichent. Normalement, les résultats s'affichent sur la droite de ton écran. Ah oui, voilà, ils viennent de Ah, s'afficher. OK. Voilà, ça a pris un peu de temps. Alors, vous êtes 20 sur 30 à avoir répondu non et d'autres n'ont peut-être pas eu le temps ou ont hésité, mais en tout cas, personne n'a répondu qu'il devait payer, donc c'est un cas assez clair. Voilà, alors on va passer à un cas peut-être un peu moins évident. Il n'y avait aucune information dans l'annonce concernant un abonnement ou d'autres envois par la suite, et je constate maintenant que c'était bien indiqué dans les
conditions générales, vous avez par exemple trouvé sur le site internet. Est-ce que vous devez payer? Alors, d'ici dans ce cas-ci, euh, il faut savoir, c'est très important, que vous êtes consommateur et qu'à ce titre, on ne peut pas, en tant qu'entreprise, se contenter d'indiquer dans ces conditions générales qu'il s'agissait d'un abonnement payant et que, par conséquent, le consommateur est censé aller lire ces conditions et devait le savoir puisque c'était écrit dans ces conditions. Non, vous êtes consommateur, vous êtes spécifiquement protégé et cette information doit être présente dans l'offre, dans l'invitation à l'achat, même dans l'offre même, et ce, afin que vous puissiez disposer de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause. Donc, à nouveau, même si ça se trouve dans les conditions générales, vous ne devez pas payer. Hein. C'est très important que dans l'offre d'achat, il se trouve non seulement le prix total qui fait l'objet de l'offre, les modalités de paiement, mais aussi si on a un bouton de paiement, par exemple, il faut que le message soit clair, ce sur quoi le paiement va porter et bien sûr le fait qu'il s'agit en réalité d'un abonnement. Hein. Donc, les conditions générales, ça ne suffit pas. Alors, on voit dans le sondage que vous êtes quand même 15 à avoir répondu qu'il fallait payer. Et donc, c'est effectivement quelque chose que vous devez bien garder à l'esprit en tant que consommateur. Ça ne suffit pas que ça se trouve dans les conditions générales. Pardon. Alors, le cas de figure suivant, est celui où il n'y avait aucune information dans l'offre concernant l'abonnement ou d'autres envois par la suite, mais le colis que vous avez reçu incluait une lettre supplémentaire de l'entreprise. Dans cette lettre, il était indiqué que vous deviez informer l'entreprise si vous n'acceptiez pas d'autres colis envoyés par la suite. Vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous devez payer ou non? Alors, dans ce cas-ci, à nouveau, c'est un peu comme c'est tout à fait comme les conditions générales. Vous êtes consommateur et une entreprise ne peut pas se contenter de mentionner ces informations dans une lettre accompagnant un colis d'essai. À nouveau, ces informations doivent figurer dans l'offre, dans l'invitation d'achat elle-même. Et ça, à nouveau, afin que vous puissiez prendre une décision en toute connaissance de cause. Donc, vous ne devez pas payer, même s'il y a une lettre claire de l'entreprise qui accompagne les colis qui vous sont livrés et qui n'ont pas été sollicités. Ici, on voit donc sur base du sondage que vous êtes 6 à avoir estimé qu'il fallait payer et 13 qui ont bien décelé que ça n'était pas suffisant et qu'il ne fallait pas payer. Alors, le cas suivant, c'est lorsque la demande d'un colis d'essai est faite via Internet et que sur cette demande, il y a une case qui était déjà cochée pour d'autres envois pour la suite. Et vous ne l'avez pas, malheureusement, décochée. Est-ce que dans ce cas-là, vous êtes obligé de payer ou non? Alors ici, c'est aussi quelque chose de très important. Ça n'est pas autorisé, vous êtes consommateur, ça n'est pas autorisé qu'une entreprise
précoche une case. Et en tout cas, ça ne veut pas dire que vous devez payer, ça ne vous est pas opposable. C'est effectivement essentiel que vous soyez en mesure de donner votre consentement express à tout paiement supplémentaire. Et donc, une case précochée, ça ne veut pas dire que vous devez payer, au contraire. Voilà, vous devez vraiment pouvoir choisir vous-même. euh, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas décoché que c'est suffisant. Alors ici, on voit qu'il y a une parfaite égalité sur base du sondage entre les personnes qui estiment qu'elles devaient payer et celles qui ne devaient pas payer. Il y a 11 personnes de chaque côté qui estimaient qu'on devait ou qu'on ne devait pas payer. Donc c'est un cas, c'est un petit piège qu'on vous a fait, mais voilà, c'est aussi important de garder ça en tête. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas où par accident, vous vous rendez compte que vous avez donné votre accord à d'autres envois subséquents quand vous acceptiez le colis d'essai ou l'échantillon gratuit, et ceci était bien mentionné dans l'offre, mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas lu cette offre, cette invitation d'achat. Est-ce que dans ce cas-là, vous devez payer ou non? Eh bien, dans ce cas-ci, si cette information était clairement mentionnée dans l'offre euh, et qu'il était clairement indiqué que vous vous engagiez à d'autres colis qu'un simple échantillon ou un colis d'essai gratuit, alors, si c'était clair, eh bien, vous avez valablement conclu un contrat en ce sens et vous devez payer. Mais rassurez-vous, dans pareil cas, il y a toujours une possibilité, si vous n'êtes pas satisfait, d'utiliser votre droit de rétractation, hein, le délai de rétractation de 14 jours calendrier. Euh, donc, pour rappel, lorsque vous effectuez des achats sur Internet, des achats à distance, en tant que consommateur, vous avez droit à un délai de réflexion de 14 jours qui commence le lendemain de la livraison du produit ou du bien en question. Et donc, vous avez toujours la possibilité, dans ce cas-là, soit d'opter pour un renvoi des produits ou des biens qui sont reçus, et donc au plus tard 14 jours après avoir informé le vendeur de votre décision de renoncer à l'achat. Dans ce cas-là, vous devez payer les frais de renvoi des biens, sauf si évidemment le vendeur a accepté de le prendre en charge. Ou vous pouvez aussi opter pour un remboursement si vous avez déjà payé ou si ça a déjà été prélevé. Alors à ce moment-là, le vendeur, si vous optez pour le remboursement, devra rembourser tous les paiements reçus, frais de livraison inclus. Je vois sur base du sondage que vous êtes quand même une majorité à avoir décelé, donc 20 sur 29, avoir décelé que vous deviez effectivement payer dans pareil cas de figure. Alors, c'est important aussi de savoir, de connaître un peu les points d'attention pour éviter justement de tomber dans les arnaques du piège à l'abonnement. Il faut évidemment se méfier systématiquement des offres ou des concours sur les réseaux sociaux, surtout quand c'est trop beau pour être vrai, hein. Un smartphone d'une valeur de 1000 euros à 1 euro, c'est trop beau pour être vrai et donc ça ne l'est probablement pas. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Il est aussi toujours préférable de se renseigner un peu
sur l'entreprise qui est derrière l'offre que vous voyez en ligne ou ailleurs. Vous pouvez notamment vous baser sur effectivement les expériences d'autres utilisateurs, mais on l'a vu dans les exemples, ce n'est pas toujours suffisant puisqu'on peut avoir des commentaires, par exemple sur Facebook, qui sont trompeurs. Donc, essayez de vous renseigner au mieux sur l'entreprise en question. Alors, méfiez-vous aussi toujours du partage de vos données bancaires, hein, surtout via les cartes de crédit. C'est très facile pour les entreprises, pour les arnaqueurs derrière, d'aller débiter des sommes auxquelles vous n'aviez pas consenti. Contrôlez évidemment régulièrement vos extraits de compte, date de dépenses de carte de crédit, mais aussi, puisque c'est possible de le faire via des SMS payants ou des appels payants, vos factures GSM et plus largement vos factures télécom. Alors, si vous êtes malheureusement victime de ce type d'arnaque, vous vous en rendez compte, bien sûr, vous ne payez pas, ça c'est clair. On l'a vu, c'est plutôt évident. Ça ne veut pas dire, parce que vous n'avez pas payé, que vous devez nécessairement renvoyer les colis ou les produits qui n'ont pas été sollicités et que vous avez reçus. Vous devez néanmoins idéalement informer l'entreprise par lettre ou par email, selon les informations que vous avez, que vous n'avez jamais sollicité ces produits, que vous n'avez pas commandé les produits qui vous ont été livrés. Vous pouvez, dans la mesure du possible, mettre fin à l'abonnement en contactant, par exemple, votre banque ou votre fournisseur GSM, ou même, si nécessaire, si vraiment la situation vous échappe, vous pouvez toujours utiliser carte stop pour bloquer les transactions sur base des données de carte bancaire que vous avez données. Alors, vous pouvez aussi utiliser le site macarte.be pour contester les transactions par carte de crédit. Et enfin, c'est toujours utile aussi pour l'inspection économique et pour l'identification des arnaqueurs et autres entreprises frauduleuses qui agissent sur Internet et ailleurs. C'est toujours utile de le signaler à l'inspection économique via notre site, notre plateforme de signalement, qui est le point de contact, donc pointdecontact.belgique.be. C'est aussi un moyen pour l'inspection économique d'assurer un suivi et de tout faire, tout mettre en œuvre pour bloquer l'action des arnaques et des fraudeurs. Voilà, j'en ai terminé avec ce qui concerne les pièges à l'abonnement et donc je vous invite, si vous souhaitez, à lever virtuellement votre main si vous souhaitez me poser des questions sur la présentation. Et si vous n'avez pas de questions, je passerai la parole à mon collègue Martin pour la suite. Voilà, il semblerait que vous n'ayez pas de questions. Donc, je passe la parole à Martin pour les bureaux de recouvrement frauduleux. Merci beaucoup pour votre attention. Pour moi aussi, bonjour à tout le monde. Je vais vous expliquer un peu concernant les bureaux de recouvrement frauduleux. Et on va commencer d'abord par un petit quiz d'introduction pour un peu introduire le sujet. La première question est comment pourriez-vous vérifier si un bureau de recouvrement est légitime? Et donc, il y a plusieurs bonnes réponses. La première possibilité, c'est en vérifiant que l'entreprise est inscrite pour ses activités auprès du SPF Économie. Réponse B, en vérifiant que l'entreprise est inscrite à la Banque Carrefour des entreprises.
possibilité C, c'est donc de voir si une déclaration relative à la protection de la vie privée est bien affichée sur le site Internet. Et D, si une balance est représentée dans la lettre, le mail ou le SMS que vous avez reçu. Voilà, je vois que tout le monde a répondu à la question. Les bonnes réponses étaient la possibilité A, donc c'est de vérifier si l'entreprise est bel et bien inscrite pour ses activités auprès du SPF Économie. Et la possibilité B, c'est donc de vérifier si l'entreprise est bel et bien inscrite à la banque Carrefour des entreprises. Je vois aussi que la majorité des participants ont pensé que les bonnes réponses étaient les possibilités A et B. Donc, la réponse A, une entreprise qui veut exercer des activités de recouvrement à l'amiable auprès des consommateurs doivent en fait s'inscrire avant le début de leurs activités au SPF Économie pour donc recevoir, pour en fait être autorisé pour recevoir une autorisation d'exercer ces activités sur le territoire belge. Et la possibilité B, oui, chaque entreprise, n'importe si c'est une, ou peu importe si c'est une entreprise ou un bureau de recouvrement ou une autre entreprise doit toujours être inscrit à la BCE, à la Banque Carrefour des entreprises, avant d'exercer des activités économiques sur le territoire belge. Donc, les questions A et B, les possibilités A et B étaient correctes. C et D, pas vraiment. D, par exemple, une balance est représentée dans la lettre, le mail et les SMS. C'est vrai, beaucoup de bureaux de recouvrement, beaucoup de huissiers de justice ont un logo qui ressemble à une balance. Mais ce n'est pas vraiment un signe si c'est un bureau de recouvrement légitime, oui ou non. Et la possibilité C, si une déclaration relative à la protection de la vie privée est affichée sur le site, oui ou non, il y a beaucoup où il y a des bureaux de recouvrement qui ne sont pas légitimes, qui ont quand même une déclaration relative à la protection de la vie privée affichée sur leur site. Donc, ça ne veut pas non plus dire que c'est un bureau de recouvrement légitime. Voilà, et maintenant on va examiner ensemble deux mises en demeure écrites envoyées par un bureau de recouvrement ou par un huissier de justice. Et vous pouvez choisir laquelle des deux est frauduleuse et laquelle n'est pas frauduleuse. Voilà, un premier exemple, c'est donc une lettre avec le sujet dernier avertissement. Dans laquelle on explique toute une dette qui n'est pas encore payée par le consommateur. Voilà, je vous donne le temps d'examiner un peu et puis je vous montre encore un deuxième exemple et vous pouvez donc choisir lesquels ou laquelle des deux mises en demeure peut être frauduleuse. Voilà, le deuxième exemple. Et donc, vous pouvez répondre au sondage, laquelle des deux mises en demeure est frauduleuse. A, c'est donc la première, et B, la deuxième.
Ou C, c'est aussi une possibilité que les deux ont été frauduleuses. Voilà, ça c'est la deuxième page de la deuxième mise en demeure. Voilà, je vois que tout le monde a répondu au sondage. La bonne réponse était que la première mise en demeure est frauduleuse, mais la seconde n'est pas vraiment frauduleuse. Il y a quand même aussi quelques erreurs dedans. Je vois que la majorité des participants, 19 personnes, ont répondu ou ont pensé que la première mise en demeure était frauduleuse, ce qui est quand même correct. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelques obligations légales ou quelques mentions légales qui doivent mentionner dans la mise en demeure, ce qui n'est pas le cas ici. Et on va maintenant vous expliquer quelles mentions légales doivent être mentionnées dans une mise en demeure officielle de la part d'un bureau de recouvrement ou d'un huissier de justice. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à un recouvrement frauduleux de dette? Ben, on a trois phases. D'abord, la phase préparatoire, c'est un appel d'un télévendeur, par exemple, télévendeur frauduleux ou d'une agence de voyage qui vous propose d'envoyer des informations concernant leur offre par mail afin de vous laisser l'opportunité et le temps de réfléchir à une offre, par exemple, une offre de recevoir un colis de découverte ou de réserver un voyage à l'étranger. Après, il y a une période d'attente. Hein. Donc, le mail arrive dans votre fichier spam de votre boîte email et mentionne qu'en l'absence d'une réaction dans les 14 jours ouvrables, euh, le télévendeur frauduleux ou l'agence de voyage considérera que le destinataire, que vous avez accepté l'offre. Puis, il n'y a plus d'autres contacts pendant un an et même voire plus. Et puis, on arrive à la dernière phase, et ça, c'est le recouvrement frauduleux de cette dette qui est en fait fictive. Hein. La victime va donc être contactée par un bureau de recouvrement frauduleux qui n'est donc souvent pas inscrit au SPV Économie et qui n'est pas inscrit même dans la Banque Carrefour des entreprises et qui va donc faire pression sur vous pour vous inciter à payer la dette lors de l'appel. Le bureau de recouvrement vous contactera souvent par mail, par téléphone, par SMS, dans la plupart des cas. Et on a maintenant aussi un témoignage d'une victime. Julie Derieux vous a envoyé un lien vers la vidéo. Je vous propose que vous regardez maintenant le témoignage par YouTube et puis on continuera avec la présentation. Donc, je vous donne le temps de regarder le témoignage.
Voilà, je pense que tout le monde a eu le temps de regarder un peu le témoignage. Un témoignage qui a été enregistré pour notre campagne Éviter les pièges qui a été lancée l'année dernière. Et donc, dans ce témoignage, vous pouvez voir quel est un peu le modus operandi des escrocs, des bureaux de recouvrement frauduleux. Je vais maintenant vous donner un peu une définition de cette arnaque, de ce type d'escroquerie, de ce phénomène de fraude. Un bureau de recouvrement frauduleux, ce sont en fait des personnes qui se présentent frauduleusement comme des agents de recouvrement, comme des huissiers de justice ou comme des avocats et qui ne respectent pas la loi de 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur. Une loi qui règle en fait un peu le fonctionnement de bureaux de recouvrement ou du recouvrement amiable des dettes du consommateur en Belgique. Souvent, ce sont les mêmes personnes ou les mêmes organisations criminelles qui sont un peu actives dans plusieurs domaines. Ce sont des créanciers originaux fictifs et des bureaux de recouvrement frauduleux fictifs qui coopèrent un peu. Ils utilisent aussi souvent de nouveaux noms, de nouveaux sites web et de nouvelles adresses email, mais ce sont les mêmes personnes souvent. Toujours les mêmes personnes. Comment y est-on confronté avec un bureau de recouvrement frauduleux? On reçoit souvent des appels téléphoniques non souhaités à plusieurs reprises. On est aussi sollicité par mail. Il y a dans certains cas aussi des visites non sollicitées, des visites domicile, donc non sollicitées. Et vous recevez aussi de temps en temps des SMS qui vous incitent à payer donc la dette fictive. Ça, c'est un exemple d'une mise en demeure fictive d'un bureau de recouvrement frauduleux. Vous voyez ici qu'on mentionne aussi le numéro de la facture originale, fictive, probablement le montant de la facture, le sujet en fait, que c'est un dernier avertissement avant de faire une saisie et la date de la facturation. Vous voyez ici qu'il renvoie aussi à une conversation téléphonique. Donc ça, c'est souvent le modus operandi. D'abord, ils vous appellent et puis ils envoient par mail à nouveau une mise en demeure. On dit aussi que vous avez reçu un rappel de paiement par courrier électronique, qu'on vous a demandé de payer la facture, mais que vous avez omis de payer à temps la facture. Et après, ils commencent à exprimer leurs menaces en paix avec des saisies. Le bureau de recouvrement vous signale qu'il procédera à la saisie et à la vente de vos biens et que la loi donnera l'occasion de saisir des biens immeubles ou des biens meubles, donc de l'immobilier et du mobilier, tels que les effets personnels, les voitures, par exemple, que vous possédez. Et ces objets peuvent immédiatement être vendus. Les biens immobiliers peuvent également être cédés, c'est ce qu'ils disent. Par exemple, votre propre maison, vos revenus, vos avoirs, vos comptes bancaires, vos comptes d'épargne, ce qui n'est pas totalement vrai. On annonce aussi la prochaine visite à domicile qui aura lieu à une date au mois de juillet de l'année passée, entre 9h et 14h. Et on explique aussi que donc un huissier de justice saisira ces produits, ces biens. Et si vous n'êtes pas présent, un serrurier peut donner accès à votre maison au huissier de justice. Donc. Et puis, on vous explique aussi qu'il y a aussi beaucoup de coûts qui peuvent être engendrés lors de cette saisie
et que ces coûts peuvent vous être facturés par après. On vous demande donc encore de payer une dernière fois de payer et si le paiement a été effectué, vous devez envoyer une preuve par courrier électronique à une adresse email en précisant votre nom et après le paiement, vous recevrez une confirmation et votre dossier sera donc clôturé. Donc ça, c'est un peu un contenu typique pour une mise en demeure d'un bureau de recouvrement frauduleux. Voilà, une deuxième page. Là, on explique aussi de copier exactement les coordonnées bancaires pour éviter une erreur. Et si vous avez donc effectué le paiement, d'envoyer une preuve sans paiement dans le délai qu'on vous a proposé. Le bureau de recouvrement frauduleux sera obligé de remettre la créance à un huissier de justice pour la saisie. Et vous serez donc aussi tenu responsable de tous les frais de recouvrement et des pénalités qui seront le résultat de la facture impayée. Voilà, donc ça c'est vraiment le contenu typique. Mais comment est-ce que vous pouvez donc reconnaître s'il s'agit, oui ou non, d'un bureau de recouvrement frauduleux? Vous pouvez vérifier la liste grise du SPF Economy. Le SPF Economy a une liste grise avec des bureaux de recouvrement frauduleux dessus pour lesquels nous avons déjà reçu des signalements et dont il s'agit peut-être d'un bureau de recouvrement frauduleux. Vous pouvez aussi vérifier la liste officielle des entreprises qui sont autorisées à pratiquer le recouvrement des dettes amiable du consommateur qui figure sur le site web du SPF Economy. Là, donc, vous trouverez toutes les entreprises qui ont l'autorisation donc de pratiquer le recouvrement de dettes amiables. La Chambre nationale des huissiers de justice a aussi une liste de tous les huissiers de justice qui sont reconnus en Belgique, qui peuvent donc exercer leurs activités. Comme ça, vous pouvez aussi vérifier si le nom du huissier de justice de qui vous avez donc reçu une lettre figure sur cette liste, oui ou non. Vous pouvez aussi consulter le site web de l'Ordre des avocats. Il y a aussi des avocats qui font du recouvrement de dettes amiables. Si le nom de cet avocat figure sur le site web de l'Ordre des avocats, on peut aussi partir de l'idée qu'il s'agit quand même d'un avocat qui est légitime. Et souvent, vous recevrez aussi des appels téléphoniques avant la réception d'une mise en demeure écrite, ce qui est aussi un peu bizarre. Normalement, on a un délai de paiement légal d'au moins 5 jours. Et les bureaux de recouvrement ont aussi l'obligation de vous informer et de prouver que vous avez quand même une dette impayée, donc de vous donner des informations supplémentaires si vous voulez quand même recevoir plus d'informations concernant une dette potentielle. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître si la mise en demeure a été rédigée correctement? Une mise en demeure écrite doit mentionner l'identité complète, le numéro d'entreprise et l'adresse du créancier, et donc y compris un numéro de téléphone. De plus, vous devez aussi trouver sur une mise en demeure écrite le nom, la dénomination, l'adresse et le cas échéant, le numéro d'entreprise de la personne qui procède au recouvrement amiable de dettes, ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance, c'est donc le SPF Economy. Ça doit être aussi mentionné obligatoirement dans la mise en demeure. De plus, vous devez aussi trouver dans la mise en demeure une raison pour la dette, hein, ce qui a conduit à la dette, donc la date et le numéro de la facture impayée, et une description claire et une justification des montants facturés. Donc, par exemple, le montant principal de la facture, hein, les intérêts qui vous sont facturés,
les frais pour le recouvrement, par exemple, ou les frais d'envoi de lettres de rappel, les dommages et intérêts pour défaut de paiement, etc. Tous les autres frais supplémentaires. Une mention doit également être mise dans la mise en demeure qui vous signale que, en absence de la réaction du débiteur dans le délai imparti, le créancier peut procéder à d'autres mesures de recouvrement, par exemple une action en justice. Et aussi la phrase littérale que vous voyez ici, que cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire, une assignation au tribunal ou une saisie, si un avocat ou un huissier de justice a envoyé la mise en demeure écrite. Donc, s'il ne s'agit pas vraiment d'un bureau de recouvrement, mais d'un avocat ou d'un huissier de justice. Ce qui est interdit, c'est de menacer, de faire des visites domiciliaires après 22 heures ou avant 8 heures du matin, parce qu'une visite domiciliaire ne peut se dérouler dans le cadre de ce recouvrement amiable de dette donc pas après 22 heures et avant 8 heures du matin. C'est interdit toujours, donc menacer de faire cela n'a pas vraiment de sens. Faire des appels téléphoniques après 22 heures et avant 8 heures du matin, c'est également interdit. Donc ça, c'est aussi un mauvais signe si on vous appelle entre ces heures-là. Si on vous demande d'effectuer les paiements via des numéros de compte bancaire étrangers, via des crypto-monnaies, via PayPal, via une application MoneyGram, c'est aussi un signe qu'il s'agit peut-être d'une arnaque. Et rarement, les bureaux de recouvrement frauduleux vous demandent de faire un virement sur un compte bancaire belge. Ça arrive, mais c'est rare. Donc, ça, c'est aussi important à retenir. Voilà, maintenant encore un petit quiz. Que manque-t-il? Il y a plusieurs réponses possibles. D'abord, l'identité et les données des créanciers, l'adresse de l'agent de recouvrement, le numéro d'entreprise de l'agent de recouvrement, une balance, les données de l'administration de surveillance compétente du SPV Économie, les données indiquant ce qui a conduit à la naissance de la dette, une description et une justification des montants facturés, la mise en demeure, un délai de paiement, la mention obligatoire pour les avocats ou les huissiers de justice et un numéro de compte belge. Donc, vous avez ces possibilités. Il y a plusieurs réponses possibles et je vous montre l'exemple. Voilà, vous avez le choix maintenant. Voilà. Et puis, comment est-ce que vous pouvez éviter de tomber dans le piège d'un bureau de recouvrement frauduleux? D'abord, vous pouvez vérifier si le bureau de recouvrement
est inscrit auprès du SPF Économie. Donc, vous pouvez vérifier le site web du SPF Économie pour voir si le bureau de recouvrement est bel et bien inscrit sur la liste et qu'il a donc l'autorisation de faire des activités de recouvrement de dette amiable en Belgique. Pour l'huissier de justice, vous pouvez aussi consulter la Chambre nationale des huissiers de justice. Pour les avocats, l'ordre des avocats. Vous pouvez aussi toujours faire attention pour des faux sites web. Et si le bureau de recouvrement vous menace avec des suites judiciaires ou des suites juridiques qui sont incorrectes, c'est déjà aussi un mauvais signe. Vous pouvez aussi consulter la liste grise du SPF Économie avec les bureaux de recouvrement potentiellement frauduleux que vous trouverez également sur le site web du SPF Économie. Si vous avez reçu une mise en demeure d'un bureau de recouvrement potentiellement frauduleux, vous devez certainement aussi contester cette dette via les modèles de lettres du SPF Économie que vous trouverez sur le site web du SPF Économie. Vous pouvez aussi demander un conseil d'un CPAS, par exemple, d'une organisation sociale ou d'un avocat qui pourra vous aider à contester cette dette. Comment est-ce que vous devez réagir en tant que victime? Il est important de rompre tout contact avec le bureau de recouvrement frauduleux et de ne plus réagir aux appels et aux messages de ce bureau. C'est très important. Après, vous devez aussi prendre immédiatement contact avec votre établissement bancaire si vous avez payé la dette, afin qu'il puisse peut-être bloquer encore le paiement ou qu'il puisse faire le nécessaire. Faites également un signalement via le point de contact, via donc le site pointdecontact.belgique.be en sélectionnant le scénario lettre de mise en demeure d'une agence de recouvrement, d'un avocat ou d'un huissier de justice. C'est le scénario qu'il faut sélectionner. Comme ça, nous pouvons faire une analyse juridique et y donner suite si c'est opportun. Et comme ça, on est aussi au courant de l'ampleur de cette problématique. Si vous recevez des menaces d'un bureau de recouvrement potentiellement frauduleux, vous devez aussi faire une déclaration via votre zone de police locale, ce qui est aussi très important. Comment est-ce que nous pouvons aussi faire de la prévention pour éviter qu'il y a des personnes qui tombent dans le piège des bureaux de recouvrement frauduleux? Vous pouvez toujours suivre notre page Facebook. Nous avons une page de Facebook sur laquelle nous mettons en garde pour beaucoup de types ou de phénomènes de fraude, comme aussi la problématique des bureaux de recouvrement frauduleux. La page Facebook s'appelle Marnac. Nous avons des pages en français, Marnac, et en néerlandais, Pasoplichting. Vous pouvez aussi jeter un œil à la liste grise que nous avons établie et que vous trouverez via ce lien. C'est sur le site web du SPF Économie. Et vous pouvez aussi visiter notre site web Éviter les pièges. Éviter les pièges, c'est une campagne que nous avons lancée l'année dernière et le but de cette campagne, c'est de mettre en garde et c'est d'éviter que les consommateurs tombent dans le piège de différents phénomènes de fraude comme les bureaux de recouvrement frauduleux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez encore des questions concernant la présentation de Jean-Benoît, concernant les pièges à l'abonnement, vous pouvez encore toujours les poser.
Je ne vois pas vraiment de questions. Non? Euh, Merci de votre attention en tout cas. Si vous avez encore des questions après avoir vu ce webinaire, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Vous voyez mon adresse email ici ou avec mon collègue Jean-Benoît Gerard. Vous voyez aussi son adresse email ici. Et nous pouvons toujours vous donner encore une réponse à n'importe quelle question concernant le contenu de ce webinaire. Voilà, merci. Je vous souhaite encore une bonne journée et peut-être à bientôt. Merci.